5 minutes encore. Là. Bonjour. Bonjour. Josiane. On est parti chercher les présentiels. Passer à l'accueil. Ah. Et par contre, Philippe, on t'entend pas beaucoup quand même. Hein. Ça fond le son. Est-ce que c'est bon? Ça marche ou pas? Oui, on va attendre l'oreille. C'est un peu juste. Je vais finir par prendre le micro de mon Mac. Hein. C'est trop juste en son et en latence. Et en latence, ça je peux pas faire grand chose. Alors, je mets le micro. Alors pourquoi j'aurais. Si je prends mon micro de Mac, ça marche? Je fais partie de la conférence, je vois pas pourquoi. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ah, c'est bien. Ah, donc votre micro il marche pas. Hop. Allez, quand même tel qu'un Mac. Peut démarrer? Alors. Voilà. Donc je fais. Allez, on attaque. Donc je remercie Pierre de m'avoir proposé d'être intervenant ce soir. Je m'appelle Philippe de Cotigny. Alors, je dois avouer quelque chose, je ne suis pas un ancien d'HEI. Mais j'ai des circonstances atténuantes, on va dire. Donc, mon parrain, qui a 91 ans, a fait HEI il y a plus de 70 ans. Et ça fait 3 stagiaires qui sont venus dans mon entreprise. J'ai utilisé la junior entreprise également. Donc voilà, vous allez me pardonner, moi j'ai fait Supélec, c'est tout. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais partager mon écran. Alors, oui, ça a commencé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc paramètre? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. C'est vrai qu'il est derrière. Oui. Parfait. Donc en fait, c'est pas des slides, ça va être une petite vidéo interactive que je vais arrêter, mettre sur pause pour commenter. Il n'y a pas de son à la vidéo, donc c'est vraiment moi la bande son. Je vais essayer. Alors, j'avais fait ce support pour un client, le SAFRE, pour lui justement faire cette conférence sur l'intelligence artificielle pour leur manager. Donc c'est vraiment une conférence qui ne sera pas très technique, ce sera plutôt sur les usages, ce qu'on peut en faire et les procédures. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas déroulé, donc j'ai mon anti-sèche à côté. Donc si vous me voyez zioter sur ma tablette, c'est pour me sentir plus à l'aise. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau. Le terme a été créé en 1956 et il a connu des hauts et des bas. On appelle ça les hivers de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu une première époque flamboyante où on pensait pouvoir explorer tout le champ des possibles, donc tous les champs des solutions avec des algorithmes heuristiques. Mais on était dans les années 60 avec des ordinateurs qui sont moins puissants qu'un iPhone, donc ça n'a pas été très loin, et ça s'est un peu essoufflé, tombé comme un soufflé. Et il y a eu une deuxième résurrection dans les années 80 avec les systèmes experts. Alors, vu mon âge, c'est à peu près l'âge où j'ai appris à utiliser l'intelligence artificielle, mais c'était avec les systèmes experts. L'objectif, c'était de pouvoir décrire de l'expertise avec un ensemble de règles et avoir un moteur d'inférence de règles qui s'appuie un peu sur la logique pour pouvoir déduire des solutions à partir d'un certain nombre de trucs.
Ça a eu quelques succès. La difficulté que ça a rencontré, c'est que c'était quasiment impossible de modéliser l'univers avec des règles. Donc c'était restreint à vraiment des tout petits domaines. Ça ne pouvait pas se généraliser. Donc le soufflet est de nouveau retombé. Et dans les années 2000, on a commencé à générer énormément de data. Et vous savez pourquoi, avec Internet, et les e-commerce et tout ça. Et pour commencer à pouvoir profiter de ces data, on a utilisé des algorithmes de machine learning, donc d'apprentissage machine. C'était l'époque, hein, si vous vous rappelez, du buzzword qui c'était le big data. On récupérait des tonnes de données, il fallait les traiter. Et en fait, ça, il n'y a pas eu d'hiver, ça a continué. Et l'explosion est arrivée avec l'usage des réseaux de neurones profonds, donc on appelle deep learning. Alors, un réseau de neurones, l'intelligence artificielle aime bien le biomimétisme. Et donc, on a essayé de faire des petites cellules de calcul qui prenaient un certain nombre de paramètres en entrée et suivant l'activation, laisser passer le paramètre au voisin. Et donc un peu comme les transistors, mais à une échelle différente. Et en construisant un réseau de neurones très dense, hein, plusieurs millions, voire centaines de millions, voire maintenant certains milliards de neurones, on arrive à avoir une intelligence artificielle assez puissante, que je vais vous montrer avec des petites démos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à partir de 2010 et jusqu'à maintenant qu'on est à fond sur les réseaux de neurones profonds. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant? Bonne question. Hop, la première chose, c'est qu'on a de plus en plus de data. Il faut savoir, alors ce chiffre date d'il y a 2 ans, donc c'est peut-être plus tout à fait vrai, mais ça doit être pire. On génère à peu près 1,7 mégabytes de données par seconde pour chaque utilisateur connecté sur Internet, avec les mails, les tweets, les photos, les Instagram, les machins. Donc on a de la data qui arrive à profusion, sur la moitié de la population terrestre qui est connectée à Internet. Vous pouvez imaginer. C'est surtout arrivé aussi avec la puissance de calcul qui a explosé. Hein. Juste pour mémoire, mon premier ordinateur professionnel en 89, il avait 644 de RAM, 20 mégabytes de disque dur. C'était un petit Intel 80-86. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait de l'électronique qui s'en rappellent. Ça n'a rien à voir avec cette bête-là. Et ça n'a rien à voir avec les supercomputers qui existent maintenant. Alors, les mathématiciens ont continué à faire des super algorithmes, mais ce qui a vraiment changé, ce qui a vraiment fait décoller l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent sur la table. Avant, c'était un champ de recherche, on va dire des laboratoires, du CNRS, de l'INRIA, etc. Mais les GAFA, GAFAM, et puis toutes les autres acronymes côté asiatique, ont mis, vu qu'ils ont généré des tonnes de data, ils ont mis l'argent qu'il fallait sur la table pour pouvoir exploiter ces data. Et là, on est arrivé donc à un usage, une explosion d'utilisation de l'intelligence artificielle pour leurs propres besoins, et ça leur a donné l'idée de faire des services pour les autres, des services qu'on peut utiliser dans le cloud. Je vais faire des petites démos tout à l'heure. Donc voilà, et c'est clairement la vision du PDG de Google, hein, qui considère que l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'explosion, la grande chose après un certain nombre d'étapes. Hein. L'ordinateur personnel était une première étape. Avant, c'était des mainframes, il fallait envoyer des jobs sur des batchs la nuit, etc. Dans les années 80, on a récupéré un ordinateur PC. Donc c'est l'arrivée des acteurs comme Microsoft, comme Apple, dans les années 80. Après, c'est l'arrivée d'Internet, hein, qui a fait changer les choses. Et ça a créé des monstres, hein, qu'on connaît, comme Amazon dans le e-commerce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme Google, hein. Google a été créé en 98, comme dans les moteurs de recherche. L'arrivée du mobile au sens large, donc tous les réseaux mobiles ont également complètement changé la donne. Les téléphones Nokia, c'était dans les années 95, les trucs très gros. Apple a sorti son iPhone en 2007, et maintenant c'est des millions d'applications. Et avec ce téléphone Internet mobile et le téléphone, il y a eu des services qui ont été créés, comme les Facebook, les Twitter, les Instagram. Donc tout ça, c'est la nouvelle économie qui a explosé dans les années 2000. Voire même Uber, hein, qui permet d'avoir son taxi n'importe où c'est développé. Et en fait, l'IA va encore apporter des changements complémentaires.
des nouvelles opportunités. Et c'est pour ça que les géants du net ont investi massivement dans l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont vu qu'ils allaient pouvoir exploiter cette donnée. Donc, on est vraiment dans ce monde où il y a un passage entre... J'ai mis en pause, non, c'est bon. Où il y a un passage entre la transformation digitale, en fait, et qui amène à énormément de données. Et qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire de ces données? De la donnée brute ne sert à rien, il faut pouvoir en créer de la valeur. Et en fait, l'intelligence artificielle, quelle que soit sa forme, c'est de la transformation de la donnée en valeur, avec des algorithmes. Donc, pourquoi il faut produire plus de données? Donc, en fait, ça permet de générer des nouveaux services. Est-ce qu'on peut voir l'usage de l'arrivée d'Internet et des téléphones mobiles a permis, par exemple, à Uber de démarrer. Est-ce qu'on pouvait imaginer Uber sans téléphone mobile et sans Internet mobile? Impossible. Mais cette donnée, on en aura de plus en plus et on va imaginer des nouveaux services. Les devices, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement vous en tant que personne ou votre téléphone, mais ça peut être votre montre, tous les objets connectés, votre pèse-personne, votre frigo, qui vont générer de la donnée pour savoir suivre un peu vos évolutions de course, vos évolutions de poids, vos données de santé. Enfin, un certain nombre de services potentiellement qui peuvent se mettre en place, exploiter ces données pour vous avertir, pour vous livrer vos courses à domicile automatiquement, pour vous faire des check-up et vous prévenir de potentielles alertes cardiaques. Enfin, voilà. Alors, toutes ces données, pour les exploiter, on utilise une autre forme d'algorithmique qu'on appelle l'apprentissage machine. Et ça va être la partie un tout petit peu plus technique. Et c'est pour ça, s'il y a de l'aspirine, si jamais vous en avez besoin. En fait, hein, vous n'avez pas prévu, c'est dommage. En fait, dans l'algorithmique classique, on a une donnée, on va appliquer un algorithme et on va obtenir un résultat. Et c'est normalement, le résultat est bon à 100%, parce qu'on applique l'algorithme, donc une division, une multiplication, il n'y a pas plus... Alors, avec des feuilles Excel, on arrive à faire des méga formules de pourcentage, etc. En machine learning ou en intelligence artificielle au sens large, on va partir d'abord de paires de données et de résultats, et on ne va pas en prendre qu'une, on va en prendre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions, et on va plutôt essayer de calculer l'algorithme qui a permis d'avoir ces résultats. Donc, en fait, on va construire un modèle, on fait l'opération inverse. Je vais mettre en pause. Donc, on a une data et un résultat. On fait tourner une matrice de neurones, par exemple, et elle va nous sortir quelque chose. Puis on va comparer avec son résultat et le résultat qu'on avait au point de départ. Ah, c'est pas bon. Et on va commencer à changer des paramètres. Puis on va rejouer un certain nombre de fois. Donc on le fait pour les 10 000 exemplaires, les 100 000 exemplaires, les millions d'exemplaires. C'est une première étape d'entraînement. Et puis on regarde si chaque fois qu'on présente une donnée, on se rapproche de la donnée qui était prévue initialement. Et en fait, on va passer son temps à faire des ajustements. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font de la musique ou du synthétiseur. Si vous prenez un gros synthétiseur analogique, vous êtes devant 50 potentiomètres, et on vous dit de sortir un son de saxophone, vous allez jouer pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à temps que ça se rapproche du saxophone, quand vous allez presser la note. En fait, le même principe est appliqué, on présente les données, on va ajuster les paramètres, ah c'est pas bon, on représente les données, on réajuste les paramètres. Et on fait ça sur un grand volume de données et un grand nombre de fois, donc ça fait partie de ce qu'on appelle la phase d'entraînement du modèle. Voilà. Donc la phase d'entraînement qui peut prendre des semaines, suivant, alors, dans les petites données, on va dire, d'usage de données statistiques, on est sur des quelques heures d'entraînement, voire même moins, quelques minutes pour certains modèles. Mais quand on veut faire un modèle qui va apprendre à générer du texte, donc un langage modèle, c'est entraîné pendant des semaines sur des térabytes de données, toute la Bibliothèque nationale du Congrès, tout Wikipédia, enfin tout ça, et ça va ingurgiter pour essayer de générer automatiquement. C'est aussi pour cela que c'est les GAFA qui ont les moyens de le faire, des super algorithmes, parce qu'une start-up comme la mienne, on ne peut pas investir des millions parce que, en gros, un serveur pour entraîner, avec un seul GPU, c'est presque 1 € de l'heure. Donc, si vous en faut 16 et puis que vous devez entraîner pendant une semaine, vous voyez. Et puis, comme vous devez faire plusieurs entraînements pour arriver sur un modèle, vous allez vite cramer votre caisse en tant que start-up.
Donc, les GAFA, on va dire, ne sont pas philanthropes, mais tous les modèles qu'ils entraînent, en général, ils les mettent à disposition, parce que la seule façon de les exécuter, c'est d'aller chez eux. Donc, vous récupérez un modèle pré-entraîné que vous aurez pu qu'à fine-tuner, mais par contre, pour l'exécuter, il faut aller chez Amazon, chez Google, chez Microsoft. Alors, juste, je termine là-dessus, je vous dis, c'est la seule partie technique, mais bon, je suis quand même devant des ingénieurs, donc on peut parler technique. L'avantage aussi de ces réseaux de neurones, c'est qu'on peut les apprendre sur une tâche particulière, donc une tâche générale, on va dire, donc surtout dans le traitement du langage naturel. On les apprend en gros à maîtriser un langage, la construction de grammaire, etc. Et après, on a une phase où on peut le fine-tuner, c'est-à-dire qu'on va reprendre le même modèle qui a passé des heures à être entraîné pour être capable de prédire. Alors, généralement, l'entraînement, il y a plusieurs techniques, hein, mais on prend une phrase, on masque un mot, et on essaye de dire devine le mot qui manque. Puis après, on masque deux mots, devine le mot qui manque, etc. Une fois qu'il arrive à bien boucher les trous, avec une bonne prédiction, on considère que le modèle, il parle la langue qu'on a voulu, mais il ne sait rien faire d'autre que boucher des trous. Après, donc, vous prenez ce modèle qui bouge des trous, mais vous allez lui donner une tâche, voilà un texte, voilà la question, trouve-moi la réponse. Puis on va le faire, et puis là, vous avez les algorithmes qui répondent aux questions pour aller donner, à partir d'un texte, voilà la réponse. Et ça, c'est du size de fine-tuning. Et l'avantage du fine-tuning, c'est qu'il faut moins de données. On ne parle plus de millions, ou voire de centaines de millions de données à lire, mais que, allez, on va dire 100 000, on peut déjà faire un truc qui est correct. Et ça s'entraîne beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est à la portée des startups. Donc on peut prendre les modèles généralistes des GAFA et appliquer des traitements spécialisés qu'on veut faire en tant que startup. Et on a un modèle qui nous appartient pour pouvoir faire notre business en IA. Voilà, c'est un petit aparté. Quand on a un modèle, on considère qu'il va être bon pour prendre n'importe quelle donnée. Et là, on va dérouler l'algorithme comme on faisait avec la feuille Excel, hein, mais simplement, et ça va nous donner un résultat. La seule différence avec la feuille Excel, c'est que ce n'est pas un résultat fiable, c'est une probabilité de résultat. Donc on commence à travailler non plus avec une valeur sûre, mais avec une probabilité. Donc il faut apprendre à gérer le risque. Et c'est là, tout dépend du secteur dans lequel vous êtes. Si vous avez utilisé un algorithme d'intelligence artificielle pour déterminer si vous accordez ou pas un crédit à quelqu'un, si vous lui accordez, il ne va pas gueuler. Si vous ne lui accordez pas, il va venir gueuler. Vous pourrez étudier le dossier manuellement. Donc en gros, le risque est faible, à part que vous allez faire aller votre client. Si vous êtes dans la détection de cancer, avec l'analyse des radios, ça devient un peu plus risqué de dire à quelqu'un qu'il a le cancer alors qu'il ne l'a pas, ou vice-versa. Et dans le même style, pour la voiture autonome, il vaudrait mieux qu'elle soit fiable pour détecter les piétons ou les objets bizarres sur la route, si vous ne voulez pas aller dans le mur. Donc voilà, l'IA, c'est aussi une gestion du risque. Il faut savoir mettre la limite de où l'humain intervient. Donc on peut imaginer que l'IA fait 90% du travail, et sur les 10% un peu risqués, il faut que l'humain intervienne. Et en fait, c'est une façon d'utiliser l'intelligence artificielle avec une finalité, on va dire, plus d'augmentation de l'humain, intelligence augmentée. C'est qu'en fait, les parties rébarbatives, on les laisse faire à la machine, et puis quand ça devient un peu plus touchy, là, c'est un humain qui apporte sa valeur ajoutée. Donc, voilà un peu la partie plus théorique. Et cette phase-là, c'est la phase de prédiction ou d'inférence. Alors, c'est quoi la suite? Donc, on est toujours dans le track l'exploitation des données pour générer de la valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire donc avec ces algorithmes d'intelligence artificielle? Donc, les principales tâches que l'on fait, c'est souvent de la recommandation. Et vous l'avez sûrement expérimenté avec Netflix, avec Spotify, avec machin. Suivant vos écoutes, on vous a recommandé telle musique, parce qu'ils ont analysé les millions d'utilisateurs qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait à peu près quand ils ont regardé le même film que vous, puis avec des algos de machine learning, ils vont vous dire ça devrait vous plaire. Puis vous mettre des notes. Si vous regardez Netflix, on vous recommande ce film à 97%. C'est quoi les 3% qui manquent? Mais bon, voilà. Il y a 3 scènes qui ne vont pas vous plaire dans le film, je ne sais pas.
Après, c'est des algorithmes de prédiction, c'est-à-dire que on va pouvoir, entre guillemets, analyser le passé et avec les algorithmes, essayer de prédire un peu le futur. Donc on va dire, bah, avec toutes les données qu'on a collectées dans le passé, bah, potentiellement, l'action va monter demain à telle valeur. Voilà. Donc il y a des algorithmes de trading électronique qui utilisent l'intelligence artificielle, des robots même, pour pouvoir prédire quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut tenir, quand est-ce qu'il faut vendre, et puis faire ça comme ils font du micro-trading ou de l'hyper-trading, je crois que ça s'appelle. Ils font ça des millions de fois dans la journée. Donc là, alors, il y a un algorithme qui est important, qui est la classification. Donc là, en fait, on est capable de prendre une information et de lui donner une classification. Alors, le plus utilisé, notamment dans les call centers ou dans l'analyse un peu du trafic Internet, c'est la détection de sentiments. On va faire une petite démo après. Vous rentrez un tweet ou un message et l'IA va être capable de vous dire si votre client est content ou pas content. Donc s'il faut agir. Donc dans le call center, vous avez un peu des indicateurs qui vous disent ah là là, c'est en train de déraper. On va essayer de le regarder avec une petite offre ou je sais pas quoi. Bon, il y a d'autres façons de classifier. Hein. Moi, j'ai fait du conseil pour une boîte en Belgique où on essaie de classifier la musique pour rentrer un fichier audio et on lui mettait tous les genres musicaux qui correspondaient à cette musique pour pouvoir après enrichir le catalogue des maisons de disques. Quoi. Donc, il y a plein de solutions. Et un autre algo, c'est la génération. Alors, la génération, bah, vous l'avez avec potentiellement les outils comme DeepL. On fera une petite démo. Vous rentrez un texte en français, ça va vous le sortir dans une autre langue. Bon, en fait, là, on a utilisé un algo qui est capable de générer du texte à partir de texte. Parce qu'il a appris le langage modèle français, le langage modèle allemand, et on lui a dit, voilà comment on fait les traductions. Mais ça peut être de la pure écriture, où il continue, quand vous démarrez une phrase, il va la continuer pour vous, et là, ça commence à exploser, parce que comme ça fait partie un peu du marketing Internet, d'avoir de la production de contenu, d'avoir du SEO dessus pour être référencé correctement. Comme ça coûte cher d'avoir des vrais auteurs, et que finalement le robot Google le lit plus que ce que font vos internautes, bah, il y a beaucoup de contenus qui sont juste du paraphrase de plein de trucs, et vous retrouvez 10 fois la même chose, mais avec 4 femmes. Mais ça, c'est des IA qui ont généré plein de pour monter les SEO, quoi, et faire du marketing, inbound marketing rapide, quoi. Alors, tous ces trucs, enfin tous ces algos vous permettent de bien personnaliser l'expérience utilisateur. Donc c'est un peu pour ça que les GAFA l'utilisent aussi. Hein. Donc on vous recommande tel service, telle musique ou tel achat sur la plateforme Amazon. Donc ils ont mis au point tous ces trucs-là, pas par travaux de recherche académiques, mais parce qu'ils ont une finalité de vous faire acheter plus, de vous faire écouter plus longtemps sur la plateforme, pour pouvoir potentiellement vous insérer plus de pubs au milieu. Enfin, voilà, il y a toute une finalité commerciale derrière, mais ça aussi un confort pour nous d'avoir des recommandations qu'on n'aurait jamais trouvées parce que le catalogue fait 10 000 films ou 3 millions ou 70 millions de titres de musique, etc., etc. Donc c'est donnant-donnant, quoi. C'est quoi la suite? Alors, quand on parle de données, c'est intéressant de bien étudier les différents types de données. Alors, il y a des données qu'on appelle structurées, on les connaît tous, hein, les feuilles Excel, avec des belles colonnes, voire les bases de données, avec des belles tables. Bon, il y a toujours les modèles NoSQL, mais en gros, les données sont quand même une certaine structure. Là, on a eu beaucoup d'usages quand on a commencé à faire le big data, où on essayait de faire justement des statistiques, de mesurer un peu d'analytique sur toutes ces données, de pouvoir trouver des KPI, enfin des indicateurs, pour faire des beaux tableaux de bord, que ce soit pour l'entreprise ou tout ça, de pouvoir bien transférer, donner de la signification à des tonnes de données juste sur des indicateurs, des flèches, des trucs comme ça. Mais le big data, entre guillemets, analyser plus le passé, essayer de donner, d'expliquer ce qui s'était passé. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller un peu plus loin et essayer justement de donner des tendances, de regrouper des groupes de personnes, faire des clusters, d'imaginer différents scénarios. Donc voilà, donc à partir des données structurées, l'IA, on fait
une meilleure exploitation de ces données. Mais en fait, 80 et quelques % du trafic Internet, c'est des données non structurées. Et en fait, quand on dit données non structurées, bah, c'est du texte, donc les tweets, les mails, les commentaires Facebook, les machins, les images, Instagram et compagnie, TikTok, et les audios vidéos. Et donc, je suis pas un fan je suis pas un utilisateur de Facebook, mais je sais que Facebook analyse les images, vous reconnaît vos amis, vous identifie dans telle photo. Enfin, je suppose que vous l'avez peut-être déjà expérimenté, que on vous dit vous avez été identifié sur telle photo, etc., etc. Donc, les algorithmes de traitement des données non structurées ont été également bien développés par tous ces GAFA pour pouvoir mieux trier ce qu'ils avaient dans leur disque dur. Parce qu'en fait, une photo, si on ne dit pas ce que c'est une photo. C'est un tableau de bits pixels. Mais quand elle est analysée, ben, on est capable de dire c'est vous à la plage. Donc on peut commencer à y mettre des sous-titres automatiquement. On peut détecter dans le visage si vous souriez, si vous ne souriez pas, etc. Alors, il y en a qui vont très loin, hein. En Chine, ça fait peur ce qu'ils font avec la reconnaissance d'image. Donc il faut aussi mettre des limites à la technologie. Mais c'est ça le grand chamboulement avec l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir traiter en masse des données non structurées, sur lesquelles, entre guillemets, on ne pensait ne pas avoir de prise, quoi. Et donc, quand on définit un projet d'intelligence artificielle, c'est un peu de qu'est-ce que je vais faire avec mes données et qu'est-ce que je veux sortir. Donc, il y a plusieurs étapes pour faire un projet d'intelligence artificielle. La première chose, c'est d'identifier, bien sûr, le besoin, comme tout projet, vous allez me dire. Mais c'est justement parce que le besoin va induire un certain nombre de choix d'algorithmes, de choix de technologie d'algorithmes. Donc, il faut bien identifier le besoin. Est-ce qu'on a besoin d'analyser les données pour grouper des groupes d'utilisateurs et pouvoir en déduire des comportements par type d'utilisateur, etc. Donc c'est un algorithme de clusterisation. Ou est-ce que c'est de la recommandation? Donc parce que là, il faut utiliser d'autres types d'algorithmes. Enfin voilà, ou de la classification. Après, il faut trouver la bonne donnée. Dans le projet dont je vous ai parlé sur la boîte en Belgique qui classe automatiquement la musique avec des tags, la donnée en entrée, c'est les fichiers audio, mais en fait, c'est pas sur le fichier audio qu'on travaille, c'est qu'on travaille sur le spectrogramme, qui est une image. On passe de l'audio à l'image parce que les algorithmes de traitement d'image en intelligence artificielle sont les plus performants. C'est ceux qui donnent le meilleur résultat. Il y a actuellement des radios, enfin c'est pas des radios, c'est des scanners, des IRM ou je sais pas quoi, de photos de cancer de la peau. L'IA est meilleure que le spécialiste pour détecter les cancers 6 mois avant. Parce qu'ils arrivent à analyser l'image beaucoup plus finement qu'un œil humain, même averti quand c'est un spécialiste. Donc on est parti sur le traitement de l'image plutôt que d'essayer de faire du traitement du son pour faire cette classification. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours un choix immédiat en disant c'est de l'audio, on va faire du traitement audio. Non, il vaut mieux faire du traitement d'image dans ce cas-là. Bon après, chaque besoin est différent. Donc première étape, c'est de construire un modèle. Donc là, quand on a fait le classement de la musique, on avait quelqu'un, donc il y avait des musicologistes qui avaient dit cette chanson, c'est du rock, cette chanson, c'est du rock. Et puis on a fait un paquet de 2000. Cette chanson, c'est de l'acoustique, c'est électro-rock, électro-pop. Enfin voilà, il a fait des tas de paquets de musique. Tout est passé en image. Et après, on passe, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'image, la photo rock, la photo rock, il y en a 2000. Et on fait tourner le modèle. Donc il va commencer à s'ajuster. Donc une matrice, un réseau de neurones, c'est une énorme matrice. Alors quand je dis énorme, ça peut être des matrices, comme il y a plusieurs couches, on est vite à 300 millions de paramètres, quoi. Donc je ne sais plus la dimension pour arriver à 300 millions, mais c'est énorme, quoi. Et on va passer comme ça les photos, et à un moment ou à un autre, on sera capable de passer une photo que l'algorithme n'aura pas vue, et elle va donner une prédiction en disant il y a 80% de chances que ce soit du pop et 20% que ce soit du rock, etc. Et on va le faire évaluer par un humain, quand même, qui va nous dire c'est bon. Et puis on itère. Donc en fait, c'est toujours cette phase. Non, c'est pas comme ça. C'est cette phase de construction de modèle et d'évaluation de modèle. Et c'est une itération de plusieurs périodes. Parce qu'en fait, le modèle doit s'améliorer.
Les projets d'intelligence artificielle, il n'y a jamais de... Enfin, votre client dira sûrement qu'il y a une fin, mais en gros, comme on arrive à une probabilité et qu'on n'arrive jamais à la probabilité 100, techniquement, il n'y a jamais de fin à ce genre de projet. On peut toujours améliorer un modèle avec les nouvelles données, avec des nouveaux algorithmes. Donc on peut travailler sans fin pour gagner. Alors à la fin, les derniers pourcentages sont les plus chers à obtenir. Donc à un moment, il faut décider sa prise de risque. Allez, si je dis que ma musique c'est du pop et que je suis bon à 85%, je vais pas tuer la planète parce que quelqu'un ne veut pas dire que c'est du rock, mais c'était du bebop ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça, il n'y a pas de risque. Maintenant, quand on est dans des secteurs plus critiques, il vaut mieux essayer de monter vers les 95, 87. La reconnaissance d'image, hein, elle est supérieure à l'humain. Il y a des tests, enfin, des banques de données où c'est des images nettes, je ne sais plus combien il y a de millions de photos dedans. C'est un chat, une table, une chaise, un avion, un porte-avions, enfin il y a des tas d'images, il n'y a que le label. L'humain, je crois qu'il arrive à 89, 88 à reconnaître, parce qu'il y a des photos un peu trompe-l'œil, on dirait que c'est un chien, ah bah non, c'est pas un chien, enfin bref. L'IA, elle est plutôt dans les 95 déjà, ou 96 maintenant. C'est d'ailleurs, j'ai dit quoi comme temps en fait? Pas de temps, d'accord, no limit. Donc quand même. Les réseaux de neurones ont explosé en 2012 avec quelqu'un qui est chez Facebook maintenant, que Yann Lequin, vous avez peut-être entendu parler à la télé, parce que c'est un des patrons de Facebook France au niveau de la recherche. Et en fait, chaque année, il y avait un concours qui était entre les universités et les labos, qui était justement cette classification d'images. Et puis, ça a commencé à stagner avec les algorithmes non neuronaux, avec les algorithmes plus classiques. Et en 2012, il est arrivé donc avec son réseau de neurones. Et là, c'était pas quelques pouillèmes de pourcentage comme les labos aimaient dire, mais il s'est pris 5 points d'un coup, quoi. Ça a vraiment été le démarrage de ces réseaux de neurones parce qu'il a monté de la barre d'un seul coup très haut, quoi. Imaginez un sauteur à la perche où ils se battent pour 3 cm au-dessus de 6 mètres. Le mec, il passe 7 mètres. Leur corps, il est battu, quoi. Voilà. Donc c'est en 2012 que ça arrivait. Et dans le traitement du langage naturel, donc le NLP, ce pic est arrivé avec Google fin 2017, où ils ont sorti une architecture de réseau, où pareil, pour la reconnaissance de sentiments et tout ça, d'un seul coup, pouf, 5 points de plus, avec une architecture qui s'appelle les transformers. Ça bouge très vite. Hein. Moi, j'ai commencé mon projet il y a plus de 2 ans. Tous les ans, il y a des nouveaux modèles qui améliorent ce qu'on faisait il y a 2 ans, etc. Enfin, donc, il faut suivre. Alors, là aussi, je reviens sur cette partie-là, donc j'aurais pas dû bouger la souris. En fait, après, le challenge avec l'intelligence artificielle, c'est que en labo ou en dev, on va dire, c'est assez facile. Enfin, on peut trouver, mettre en place les machines. Le gros challenge, c'est de pouvoir passer du laboratoire à la production, parce qu'il faut pouvoir déployer un modèle qui généralement est assez conséquent, qui nécessite des machines assez puissantes, mais qu'il faut pouvoir scaler, surtout si vous avez du trafic derrière. Donc, il faut des architectures particulières, parce que le modèle de façon unitaire que vous allez tester, il va marcher très bien, mais est-ce qu'il va marcher sur les millions d'abonnés de Netflix ou les millions d'abonnés de Spotify? Donc voilà, le deploy the model, la phase 5, c'est pas la plus triviale, quoi. C'est pas les mêmes corps de métier, on va dire. Donc en fait, il y a des data ops maintenant, il y a des DevOps, il y a des MLOps, enfin, il y a tous des nouveaux métiers qui apparaissent dans l'informatique, justement pour ces spécificités, d'être capable de déployer ça dans le cloud avec toute la facilité qu'offrent maintenant les plateformes comme Amazon ou Google. C'est un métier qui s'apprend, quoi, parce que si brut de fonderie, c'est le but de démarrage, c'est pas facile, quoi. Après la maintenance, mais ça c'est comme tout projet. Ouais, vas-y. Les modèles, ouais. Les vérifications des modèles, comment sont-elles effectuées manuellement ou avec une autre intelligence artificielle? Comment est entraînée préalablement cette vérification et si manuellement, combien de temps personne ou autre compétence pour cette vérification, notamment s'il y a des milliers d'occurrences à vérifier? Alors, quand on fait un entraînement de réseau de neurones, on a un jeu de données. Et le jeu de données, on le coupe toujours en données d'entraînement et données d'évaluation. En général, on fait une règle 80-20.
Donc il y a 80% des données qui seront vues par le réseau de neurones et on s'en garde 20% qui ne seront jamais vues par le réseau de neurones lors de l'entraînement. Et quand on fait une évaluation avec finale du modèle, on prend les 20% qui restent et on essaye de voir qu'est-ce que le réseau qui n'a jamais vu ces données prédit comme résultat, sachant qu'on a aussi le résultat, le vrai, c'est celui qui sert de vérité. Et c'est comme ça qu'on mesure les 95% avec les écarts types, etc. C'est sur ces données non vues. Et après, il y a alors les humains ne peuvent pas vérifier, si on a mis 100 000 données, ça va prendre un temps fou. Donc après, c'est plus du piochage aléatoire pour vérifier que cette règle de 95%, mettons, bah, je vais la prendre sur 10 ou 11 champs que je connais bien, dont je connais le résultat par cœur. Est-ce que si je donne les données dans le modèle, est-ce que j'ai ce que j'avais, ce que j'attends? Si ça arrive 9 fois sur 10, je suis dans les 90%, mais la vraie vérification mathématique, elle se fait sur les 20% des données qui n'ont jamais été données au réseau de neurones. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Ok. Donc on va faire quelques petites démos maintenant. Alors, parce qu'en fait, plein de choses sont disponibles sur étagère, on va dire. Alors, bon, il y a des techniques qui existent. Alors, je dois un peu arranger mon écran, à mon avis, si je veux passer de l'un à l'autre facilement. Voilà. Teams, je n'ai pas besoin. Hop. Voilà, donc si je faire du speech to text. Donc le speech to text, c'est un service qui permet de prendre la voix et d'analyser la voix et de vous donner la transcription et d'essayer de le faire en temps réel. Donc il y a des services qui existent dans le cloud. Là, je travaille avec quelqu'un qui les package sous forme d'un service un peu plus combiné, la transcription et la traduction. Alors là, on a pareil, les technos existent depuis un certain temps. Hein. Je suis sûr que vous avez déjà été confronté à des serveurs vocaux où on vous demande de parler depuis des années. Mais récemment, encore une fois avec les réseaux de neurones, la reconnaissance vocale a également fait ce bond toujours de pourcentage de fiabilité. Donc ce qui fait qu'on a une meilleure reconnaissance vocale. Et je ne sais pas si vous avez, peut-être que vous avez votre Siri sur votre téléphone, votre Google Home, votre montre, votre Alexa à la maison. Bah, c'est typiquement pour une application qui a été développée par ces GAFA pour vous vendre une petite boîte qui vous ouvre d'autres services. Mais donc il fallait qu'elle vous écoute et qu'elle soit capable de vous comprendre parce qu'il n'y avait pas d'écran, il y avait juste un haut-parleur. Donc voilà. Donc c'est pas... c'est de l'IA, mais qui est caché au point qu'on ne sent même plus que c'est de l'IA. Et pourtant, c'est très complexe à mettre au point. Et là, les challenges qui restent à réaliser, donc les Américains commencent par la langue anglaise, donc ils ont à peu près fait des nuances d'anglais avec les Néo-Zélandais, les Anglais british, enfin, un certain nombre de trucs. Mais il y a encore plein de choses à faire, parce que si, par exemple, le français, généralement, on n'a que le français et le canadien comme modèle supporté. Mais on n'a pas du tout l'Afrique francophone, par exemple. Donc, quand vous êtes avec un Sénégalais ou un Côte d'Ivoirien, potentiellement, la reconnaissance vocale, elle peut commencer à déconner parce qu'elle n'a pas été entraînée sur ce timbre de voix. Bon, là, ça va. Il n'y a pas de quoi rêver, hein, mais si vous voyez, ça va écrire exactement ce que je dis. Et puis en plus, là, ce service, il combine une traduction. Donc maintenant, je suis tout à fait fluent en anglais. Enfin, j'aurais pas dire fluent, mais tout à fait bilingue ou tout à fait confortable en anglais. Voilà. Donc c'est des petits services qui se combinent. Hein. Vous avez un service de speech to text et un service de traduction qui sont mis bout à bout et qui vous permettent de traduire. Alors je pense que Teams, déjà la transcription, je pense que la traduction va arriver bientôt. Hein? Ouais, c'est mieux que le mec qui tape. J'ai remarqué aussi. Speech to text. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc la traduction. Alors, bon, vous avez vu la traduction de ce que je viens de dire, mais il y a quelque chose qui est intéressant. C'est où DeepL? C'est là. En fait, DeepL,
je ne sais pas si vous connaissez, mais en plus c'est gratuit. C'est un petit utilitaire que vous pouvez installer sur votre ordi. C'est 10 fois mieux que Google Translate. Et surtout, c'est pas justement parce que ça a utilisé le deep learning, d'où leur nom. Et ils ont fait des modèles, maintenant ils supportent je ne sais plus combien de langues. Mais si vous tapez du texte, vous voyez qu'en fait, la traduction est suffisamment intelligente pour ne pas traduire bêtement le titre de la chanson ou le titre de l'album. Parce qu'en fait, il n'existe pas, vous ne trouverez jamais dans les bacs l'album traduit bébé garçon. Il faudra vraiment trouver baby boy. Voilà, donc vous voyez le niveau de connaissance du langage qu'il a fallu au réseau de neurones pour éviter de tomber dans ce piège, quoi. Bon, ça c'est une petite illustration, donc c'est pareil, c'est text to speech. Donc ça c'est ici. Alors, les voix synthétiques s'améliorent de plus en plus. C'est également encore des réseaux de neurones qui synthétisent des fréquences vocales pour donner ben, je sais pas, je vais prendre celle-là. Je sais pas, le son doit passer à travers, j'espère. Je crois qu'on l'avait vérifié. Est-ce que vous entendez ou pas? Et bien sûr, il y a différentes... Google Cloud Text to Speech enables developers to synthesize natural sounding speech with 100 plus voices available in multiple languages and variants. It applies DeepMind's groundbreaking research in WaveNet and Google's powerful neural network. Voilà, donc les voix sont de meilleure qualité, mais c'est également des réseaux de neurones qui sont derrière. Alors justement, au traitement du langage naturel, si je reprends ce que j'avais mis dans mon buffer, non, c'est pas ça qu'il fallait prendre. On va prendre volontairement une note, un commentaire sur le site Booking hein, d'un hôtel. J'ai pris ça au hasard. Et en fait, vous voulez vérifier que vous n'êtes pas en train d'avoir des bad buzz avec des notes complètement négatives qui vous tueraient votre business parce que vous commenceriez à descendre dans la note Booking et ça ferait fuir les gens. Donc il y a tout à fait moyen de suivre ça automatiquement. Si je fais l'analyse de ce service, je ne suis pas un robot. En fait, si je regarde le sentiment, donc la phrase a été analysée et on arrive à détecter que là le commentaire est élogieux. Alors j'ai pas cherché s'il y en avait un qui gueulait. On pourrait le faire nous-mêmes. Hein. Il suffit de personnel horrible. Service dégueulasse. Propreté des lieux à désirer. Bar avec vue sur l'eau, on s'en fout. Je pense qu'avec ça, je ne devrais pas être terriblement bien noté. Voilà. Et là, je suis passé dans le rouge. Voilà, donc vous avez ce genre d'outils. Et donc, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Hein. J'ai une petite vidéo où c'est un real-time Twitter analysis et vous êtes capable, parce que Twitter ça va tellement vite et que le bad buzz il peut aller très vite, qu'il y a des marques qui sont obligées de suivre. Il y en a une qui a vraiment réagi très vite avec ce genre d'outils. Je crois que c'était Decathlon avec un truc Ninja sportif ou je sais plus quoi, qu'ils essayaient de vendre. Et en fait, ça a tellement buzzé qu'ils ont tout de suite essayé d'éteindre le feu sur les réseaux sociaux. Mais pour pouvoir suivre, le community manager ne peut pas être partout. Avec des outils comme celui-là, je ne pense pas que le son soit intéressant, mais on s'en fout. En fait, vous voyez, dès qu'il y a des tweets qui arrivent, si c'est du rouge, du vert, c'est ce genre de classification. Puis à un moment, quand ça commence à prendre feu, vous voyez trop de rouge, c'est le moment où il faut vraiment interagir, etc. quoi. Donc il y a des plateformes hein, qui sont spécialisées, des services.
voyez, ça génère des nouvelles générations de valeurs. Où est-ce que j'en étais? Sentiment analysis, on l'a vu. Après, c'est computer vision. Donc là, c'est la partie la plus forte, donc je ne vais pas vous montrer des images de cancer, mais on va prendre juste un petit service, une petite démo. Hein. Tout ça, c'est des pages que vous trouvez chez Google. Amazon a les mêmes. Hein. Donc, c'est vraiment des services qui peuvent s'utiliser sur étagère. Il y a un prix à l'image, il y a un prix au son. Vous pouvez construire un business model sans avoir d'ingénieur IA dans votre équipe. Il suffit juste d'avoir utilisé des services cloud avec des API. Hein. Si je prends une image, alors l'image c'est celle-là que je vais prendre. Non, c'est pas celle-là. C'est ici. Voilà. Donc voilà, c'est une image. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, mais j'ai pris celle-là. Je ne me rappelle plus pourquoi. Et donc si je prends cette image qui doit être là, voilà. Et je suis toujours pas un robot. Bah, l'image a été analysée sur son visage et son visage a déterminé que la fille souriait, ce qui est le cas. Elle n'est pas en colère. Donc, et que les objets qui a été détectés, bah, il y a un laptop, il y a une personne, il y a une table, il y a un blouson. Alors le fauteuil roulant n'a pas été vu. Après, je pense que voilà, le vocabulaire qui pourrait être associé à cette image est ici. Donc c'est à peu près avec des bons pourcentages. Hein. Après, quand on descend, ça commence à être moins intéressant. Mais en gros, tout ce qui est décrit là n'est pas. Il y a bien une fenêtre derrière, il y a bien un building derrière, etc., etc. Donc, tout ça, ça a été analysé juste à partir d'images. Vous pouvez enrichir une image avec un tas de données. Alors, c'est là. Computer vision. Texte génération. Donc, au-delà de la génération de la traduction qu'on a vue avec DeepL, c'est là, on peut avoir un petit assistant d'écriture, on va dire. On commence par une petite phrase. Startup challenge. Puis qu'est-ce que tu peux me cracher d'autre? Voilà. Après, ça vous plaît pas, mais en gros, vous avez envie de pisser un article, vous savez à peu près les 3 trucs partis, puis vous le laissez tourner un certain temps. Hop, elle va continuer. Voilà. Bon, parfois, ça part dans le délire, hein, ça fait un peu les cadavres exquis des surréalistes. Hein. Donc, il faut savoir s'arrêter à temps, quoi, parce que si vous partez de là et que vous le laissez tourner, il va arriver très loin. Mais bon, voilà, donc ça, c'est des algorithmes de génération d'images, de texte. Je pense que c'est tout sur les démos, donc je vais plutôt maintenant juste faire 2 minutes Next Generation. Ah ouais, celui-là c'est intéressant aussi. En fait, et en plus ça date de quelques années, hein, donc je pense que ça s'est encore amélioré. Il y a des chatbots qui ont passé le test de Turing. Alors le test de Turing, c'est que vous êtes confronté à une machine, ou vous ne savez pas que c'est une machine, donc vous êtes confronté à une interaction. Et si vous êtes incapable de déterminer si c'est une machine ou si c'est un humain, là vous allez voir la vidéo que la personne a été bluffée. Donc vous avez passé le test de Turing. Donc Turing, hein, c'est un mathématicien anglais qui a décrypté Enigma pendant la guerre, donc qui a mis au point sa machine de Turing. Et en fait, il n'y a pas de prix Nobel encore en intelligence artificielle, mais la plus haute distinction en intelligence artificielle, c'est le prix Alan Turing. Pour faire référence à cette personne. Donc je vous mets la vidéo. En fait, c'est Google qui a mis au point ce sorte de robot vocal intelligent, qui est à la fois, ça combine plein d'intelligence artificielle, hein, ça combine le fait de passer du speech to texte, d'analyser le texte, de faire un peu d'inférence pour pouvoir répondre intelligemment, et après de resynthétiser la voix pour avoir du texte to speech, ouais, voilà, pour pouvoir faire une interaction vocale avec quelqu'un qui ne va pas s'apercevoir du tout qu'il cause à une machine. Je crois que le premier, c'est une prise de rendez-vous chez le coiffeur.
pas si on entend. C'est là. Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Et là, le deuxième, c'est pour un restaurant. Can I hear you? Hi, I'd like to do a table for Wednesday, the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Actually, we usually so like after like 5 people, for people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it was too easy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Voilà. Donc c'est assez bluffant quand même. Alors juste pour présenter ce sur quoi on travaille chez Neuronis. Donc nous, Neuronis, on développe un logiciel pour transformer un contenu statique comme une vidéo YouTube, une petite vidéo sur le cerveau comme celle-ci. Voilà, donc on a un petit cours de 9 minutes sur le cerveau. Quand on va le passer dans notre logiciel, on va se retrouver avec un véritable cours interactif. Donc on aura analysé la vidéo, on aura généré des activités pédagogiques, et on va pouvoir l'exporter dans les plateformes e-learning du marché. Donc là, c'est sur la plateforme de Paris-Nanterre. Et quand on a transformé cette vidéo sur le cerveau, elle devient enrichie parce que... Alors, pourquoi ça va? Voilà. La vidéo donc, est toujours là, mais elle a été augmentée avec une détection de concepts. So, you want to study brain activity. Voilà. In order to get that, Et à chaque fois que vous avez un concept intéressant, vous avez une petite pastille pour pouvoir voir ce que c'est si vous ne connaissiez pas le terme. accurate and precise data, On a eu une transcription avec une bonne découpe de paragraphes, avec les termes qui sont de nouveau soulignés si vous voulez en savoir plus. On a constitué donc un glossaire avec tous ces termes si vous voulez les réviser. On génère un jeu de questions-réponses, donc il y a des cartes qui ont été générées pour pouvoir réviser dans sa tête. Donc ça s'appelle des flashcards. On a résumé la vidéo, vous n'avez pas le temps de revoir la vidéo, on vous a mis les points principaux. Pour faire un petit exercice amusant, on a fait un jeu où il faut déplacer et mettre les mots au bon endroit. Voilà, et puis un petit exercice où là il faut vraiment taper des réponses, check, check, etc. Voilà. Donc tout ça c'est généré à partir de la simple vidéo YouTube au départ. Bon, ça marche avec des PDF et autre chose, mais ça utilise donc de l'IA, le traitement du langage naturel et tous des algorithmes pour aller générer automatiquement ces questions, ces résumés. Voilà. Donc c'est ça ce que je fais avec Neuronis et Knowledge comme produit. Et le produit, on va le lancer cette année. On est en train de lever des fonds. Donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle, c'est aussi une opportunité pour des startups, en combinant différents services, à arriver à constituer quelque chose. Voilà, donc j'ai fini les démos, et j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. En fait, après, il y a eu, surtout il y a 2 ans, un énorme buzz sur enfin pas plus qu'un buzz, mais ça a parlé d'intelligence dans tous les sens, artificielle dans tous les sens, avec de quoi faire peur, avec ça va remplacer l'homme, ça va être le transhumanisme, etc. Mais bon, déjà techniquement, on en est très loin. Même si on passe ce test de Turing, c'est juste pour faire une prise de rendez-vous, mais ça ne va pas aller faire autre chose. En gros, chaque brique est intelligente, mais pour combiner les 10 briques en même temps, c'est le challenge, que les briques communiquent entre elles, c'est ça la vraie difficulté. Mais c'est surtout qu'en fait,
il faut pouvoir apporter une sorte d'éthique à l'usage de l'intelligence artificielle. Et un groupe comme Stanford essaye de centrer ça autour de l'humain, et avec la volonté que ce soit une aide, une assistance, une augmentation de l'humain, que ça fasse les tâches dont on n'a pas besoin de passer de l'énergie ou de l'intelligence pour pouvoir avoir un impact positif et concentrer son temps, son énergie à des choses plus satisfaisantes pour l'esprit. Donc ça parle vraiment de l'augmentation. Et le meilleur terme en anglo-saxon par rapport à l'intelligence artificielle, c'est plutôt augmented intelligence. C'est plutôt pour terminer là-dessus, c'est qu'il faut le voir comme une augmentation de notre intelligence avec une boîte à outils puissante, diverse. Je vous ai à peu près montré toutes les palettes, mais c'est surtout l'usage de la boîte à outils et ce qu'on en fait. Bon, c'est un peu partout. Hein. En Chine, ils ont un travers dictatorial, mais il y a moyen de faire des belles choses pédagogiques comme je fais avec mon produit, où c'est pour aider à apprendre en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà. Et j'ai terminé. Et je suis disposé à répondre aux questions. Pardon? Ça ne s'entend pas à distance. Non, bah tant pis. On fera comme dans les sous-titres, mettre applause. Moi, j'ai des questions. On va t'entendre, pas? Il y a un peu de retour, donc ouais, vas-y. J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps que Siri était en train de régresser. À force d'entendre toutes nos conneries et toutes les fautes d'orthographe qu'on fait, etc. Que leur plus gros challenge en ce moment, c'est de faire en sorte que les trucs ne deviennent pas complètement débiles. En fait. C'est vrai. Alors, ouais, tout à fait. En fait, ça s'appelle des biais cognitifs. C'est pareil, il y a beaucoup d'IA qui ont dû être retirées parce qu'elles sont devenues racistes, sexistes. Il y a eu des gens qui ont eu la fâcheuse idée de vouloir faire de l'analyse de CV automatique en regardant ce qu'ils avaient dans leur entreprise comme répartition de postes et de compétences et de machin. Comme ils sont partis d'une boîte qui était déjà sexiste, voire raciste, quand ils ont fait leur analyse de CV, ça a éliminé des femmes et des étrangers, juste parce qu'en fait, les données d'entraînement étaient biaisées. Il n'y a pas eu une neutralité dans les données d'entraînement. Et donc, comme Siri veut constamment apprendre avec les nouvelles données, si les nouvelles données deviennent de plus en plus pourries, Siri ne va pas s'améliorer, mais va régresser. C'est pour ça que le réseau de neurones, le challenge de constitution d'un réseau de neurones, c'est ce que je disais dans la première étape, c'est de trouver les bonnes données. Et après, de trouver aussi... Donc, il y a des métiers de data scientist qui existent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, même si vous avez 10 millions d'échantillons, il ne faut pas les prendre les 10 millions premiers, il faut bien essayer de trouver une bonne répartition statistique avec les différentes caractéristiques que vous voulez voir dans votre réseau de neurones pour qu'ils ne prennent pas un biais cognitif en disant vous m'avez tellement donné de trucs racistes que je vais être raciste. Quoi. Et que je suis soucié. Alors, Twitter, c'est sûr que c'est comme ça un peu un défouloir à merde. Si vous entraînez un réseau sur Twitter, il va pas causer correct. Quoi. Petit commentaire peut-être. Tu parlais de l'automobile, enfin oui, du véhicule autonome, je crois tout à l'heure, en tout cas, je l'ai eu dans mon esprit. Hein. Effectivement, les véhicules, quand ils sont sur la route, c'est pas 80 ou 95% qui doivent atteindre de bonnes réponses, c'est 99,99%. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas du tout encore au level 4 par exemple, parce que voilà, et ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas du tout linéaire. Hein. Il y a à la fois la techno qui n'est pas encore à 99, parce que c'est vraiment les derniers pourcentages, c'est toujours les plus durs, et après il y a la partie juridique entre qui est responsable en cas d'accident. Donc ils n'ont pas encore non plus tranché entre celui qui n'a rien fait parce qu'on lui a dit de rien faire, celui qui a développé le logiciel, celui qui est... Enfin bref, il y a encore plein de questions avant la généralisation. Quoi. Mais en tout cas, cette présentation est très intéressante parce que c'était plutôt à
à vocation du grand public. Enfin, c'est à peu près ça, les applications, je vois la traduction, etc. Alors, c'est un raccourci, mais dans le monde industriel, alors, je suis dans l'automobile, mais il y a de plus en plus d'applications justement de machine learning pour traiter des grandes quantités de données et pouvoir les réinjecter dans des modèles. Même ça peut être des modèles de production, enfin de production de chaînes de production, par exemple, où il y a des robots qui doivent travailler tout seuls. Et donc ça ouvre quand même ce sujet de l'IA ouvre beaucoup de potentiel ou de sujets potentiels pour des soirées comme aujourd'hui ou tout simplement pour les futurs ingénieurs, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que la présentation il était faite initialement justement pour des noms techniques. Donc, si vous n'avez pas eu assez de technique ce soir, je suis désolé. Mais notamment dans tout ce qui est... il y a de plus en plus d'applications, vu que le traitement de l'image avec l'intelligence artificielle est très puissante, de détection, de prédiction de panne, de soudure, de pièces qui vont potentiellement casser, à partir juste des photos des pièces qui passent sur les bancs de chaîne, quoi. Parce qu'en fait, ils ont pu entraîner des réseaux avec les pièces qu'on cassait, qu'elles avaient comme caractéristiques, et de prédire que la soudure est mal faite, qu'elle ne va pas tenir. Enfin, voilà. Ouais. Alors là, Si on va l'entendre à distance. je vais la répéter, voilà. Donc, j'ai un prénom qui est même que l'autre. Ouais. Donc vous avez le même âge que moi à peu près, ouais. Donc c'est un peu daté. J'ai fait mes études 2 ans, j'ai fait la chimie 2 ans. J'ai la chance d'avoir fait une formation en image intelligence artificielle il y a 30 ans. Ouais. Donc vous avez fait du prologue. Comment? Vous avez fait du prologue ou du Lisp? Non, oui, du Lisp, Télécom Bretagne. Donc, en fait, le recul que j'ai sur l'intelligence artificielle, je me pose la question, est-ce que c'est un progrès de l'informatique, la miniaturisation, le fait d'avoir l'équivalent de gros ordinateurs dans son téléphone, par exemple, qui fait que l'intelligence artificielle va progresser ces dernières années, ou est-ce que c'est la recherche fondamentale en IA? Est-ce que les réseaux de neurones, ça existe déjà longtemps? Ouais. C'est quoi la part entre alors, la technologie informatique donc, et la recherche fondamentale? La façon dont je le vois, mais je ne suis pas dans un labo de recherche, mais le réseau de neurones, ouais, il date des années 60 et quelques, je crois, hein, donc c'est aussi très vieux. Mais comme la puissance de calcul ne permettait pas de les mettre en couches profondes, on n'a pas pu aller très loin dans cette technologie au début. Et en fait, c'est justement avec l'arrivée des puissances de calcul sur lesquelles on pouvait commencer à faire des architectures en couches. Le réseau de neurones de Yann Lequin, là, qui avait fait les +5 dans ImageNet, en fait, c'est des réseaux de convolution. Ça prend une photo, ça fait des petits carrés de X pixels, et ça vient balayer pixel par pixel, puis ça se balaye comme ça. Donc déjà, ils analysent des portions d'image, comme on fait un peu avec notre œil, mais ça va tellement vite qu'on s'en aperçoit même plus. Mais après, une fois qu'ils ont fait une première couche, ils en mettent une deuxième couche qui reprend les résultats d'un seul carré. Donc ils recombinent et ils font 3 couches, 4 couches, et puis là, ils arrivent à avoir un vecteur multidimensionnel qui représente vraiment l'image, qui n'a pas du tout une forme d'image, mais qui reste qui a le sens de l'image en fait. Et pour arriver à ça, c'est à la fois des nouveaux algorithmes, parce qu'il n'y avait personne qui avait imaginé de mettre autant de couches avant, parce qu'ils se disaient j'arriverais pas à le calculer. Donc quand ils ont vu qu'on pouvait commencer à avoir la puissance de calcul, ils ont dit on va les mettre 2, 3, 4 et on va voir ce que ça donne. Donc je vous dirai un peu les deux, mon capitaine, quoi. Comme pour votre réponse. Par exemple, pour les langages, parce que c'est plus ma spécialité, le réseau de traitement du langage naturel, les langages modèles, donc les réseaux qui servent de point de départ pour pouvoir comprendre le texte, sont entraînés, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des volumes énormes. Donc la bibliothèque du Congrès, c'est je ne sais pas combien de millions de livres, Wikipédia dans toutes les langues. Mais au final, tous les mots vont se retrouver dans un espace multidimensionnel. La dimension, souvent, c'est 768, 1024, après, ça va encore plus loin. Mais donc,
on représente bien un espace à 3 dimensions, hein, avec un point, on a tous fait de la géométrie en prépa, mais là, dimension 1024, on a du mal à se représenter. Mais en fait, les mots sont dans un espace vectoriel, et les mots qui ont des sens proches, similaires, les synonymes, vont pas être loin dans le même espace au niveau de distance. On peut calculer des distances, hein, c'est la même distance qu'en dimension 3, mais vous l'avez en dimension 1024. Donc vous pouvez calculer le fait que le mot est très proche. Vous avez des distances qui sont les mêmes, c'est-à-dire que si vous mettez homme, femme, roi, reine, frère, sœur, la distance entre les deux est exactement la même dans la modélisation du réseau de neurones. Donc on a bien, et ça va même plus loin quand le réseau est entraîné en multilangue, c'est-à-dire qu'on lui fait à la fois lire du français, de l'allemand, etc. Les mots, les traductions restent à proximité. C'est-à-dire que quand on va parler une table, une table, ou je ne sais plus comment dire en allemand, ça va être exactement dans le même espace. Donc on peut, avec ces réseaux de neurones qui ont été pré-entraînés, prendre un réseau multilingue et le réaméliorer pour le français, parce qu'on veut faire du français, mais on refera le même exercice avec un dataset en anglais, la même chose avec un dataset en allemand, et en fait le réseau de neurones devient trilingue dans la tâche qu'on veut faire, quoi. Et ça c'était possible parce que il y a quelqu'un qui a passé des puissances de calcul phénoménales qu'on n'avait pas au moment où on a étudié, quoi. Donc il y a beaucoup sur la puissance de calcul quand même qui fait qu'on peut se permettre des algorithmes qui avaient l'impression de jamais converger, quoi. Donc, ouais. Ces technologies font-elles appel en temps réel à des calculs dans le cloud ou pourraient-elles être utilisées hors ligne en étant préinstallées sur un système? Alors, oui, tout à fait. Pas pour tout, par contre. En fait, ce qui est très consommateur de calcul et de données, c'est la phase d'entraînement. C'est ce que je vous ai expliqué, hein, c'est où on a des milliers de paires sources-résultats et qu'on veut faire le tuning du réseau de neurones. Ça, généralement, il faut des puissances de calcul. C'est dur d'avoir ça à la maison. Mais par contre, une inférence, c'est-à-dire juste traverser le réseau de neurones, vous donnez les données, vous traversez le réseau de neurones, les résultats, ça se fait sur un Mac. Hein. Je déroule mes trucs sur un Mac, donc ça peut se tourner donc en interne. Donc vous pouvez potentiellement avoir un développement du réseau de neurones dans le cloud, mais l'usage en tant que tel de production reste sur un environnement fermé, un serveur Linux, au sein de votre entreprise, sans aller dans le cloud. C'était en fait un petit peu ma question. Plus précise, donc vous avez montré un exemple sur le cerveau, tout à l'heure. Ouais. Donc, le modèle que vous utilisez en ouais. Et après, pour générer la doc, vous faites tourner sur votre laptop. Non, là, tout le service qu'on a fait, il est dans le cloud. On a tout, parce qu'on veut le vendre comme un logiciel as a service, donc pour que tout le monde puisse l'utiliser dans le monde entier, il faut qu'il soit sur une plateforme cloud. Mais je voulais dire, le réseau en tant que tel, qui est capable de générer les questions, je peux le faire tourner sur mon Mac. Mais comme mon Mac, je l'éteins la nuit, ça voudrait dire que les clients la nuit ne pourraient pas utiliser mon service, donc ça ne marchera pas. Juste une question dans le même sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Mac en termes d'entraînement de modèle? On peut quand même faire des choses avec un PC plus simple? Alors, moi, le serveur sur lequel j'ai dû investir, il a la plus grosse carte graphique que peut trouver pour un particulier chez Nvidia, la 3090. Alors peut-être que maintenant ça a changé, mais à l'époque c'était 3090, parce qu'elle avait 12 Go de RAM. Après on se retrouve limité avec la RAM en fait. Les cartes professionnelles qu'a Google, Amazon et compagnie, c'est des cartes qui ont 16 Go de RAM et qui ont beaucoup plus de puissance. Mais les premiers prix, je crois que c'est 8 000 $ la carte, quoi, et ça peut monter beaucoup plus cher. Donc c'est dur de l'avoir chez soi quand même, ce genre de carte graphique. Donc les gamers ont des cartes graphiques, mais plus pour faire du rendu visuel. Mais en fait, les calculs de réseau de neurones pour faire converger les réseaux, c'est la RAM, c'est la taille de la RAM qui compte, c'est pas trop le nombre de cœurs, c'est pas trop la vitesse, quoi. Parce qu'après on n'arrive pas à rentrer les modèles et on n'arrive pas à rentrer les données. Et donc on n'entraîne pas très bien, quoi. Voilà. J'ai une question en ce sens-là. Où à ta ville, la mémoire cache dans ces cas-là, si c'est la RAM qui a besoin? C'est la RAM de la carte graphique. C'est pas la RAM. C'est pas le mémoire cache du. En fait, ça marche toujours par lot. On va passer les données 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30.
du fait qu'une carte graphique est multi-core, elle va être capable de processer les données en batch et de faire tourner l'algo une itération de matrice sur un batch de données. Et en fait, vous convergez plus rapidement et vous donnez des meilleurs résultats si la taille du batch est importante. Si vous donnez les données une à une, telles que je vous l'ai expliqué de façon simpliste, ça va mettre un temps fou à converger. Il vaut mieux lui donner un paquet de 10, 20, 30. Et en fait, c'est ce paquet de 10, 20, 30 que vous arrivez parfois à ne pas rentrer dans la taille mémoire en plus de la matrice. Donc, il faut avoir plus de RAM si on veut faire des réseaux puissants, quoi. Ça devient technique, là. J'ai une question. Quel est l'intérêt de l'IA sur la maintenance prédictive, si on prend en compte les données mathématiques qu'on a déjà, et qu'on peut faire sur Excel, par exemple, sur un parc de 100 machines? Ça dépend. Ouais, je vous dire, il faut pas chercher à mettre du réseau de neurones partout. Vous avez tout à fait raison. C'est suivant la complexité des données. En gros, les réseaux de neurones marchent très bien sur les données non structurées, alors que si votre flot d'informations de maintenance prédictive, c'est tous des capteurs qui délivrent leurs valeurs de données MQTT à intervalles réguliers, vous allez avoir. En fait, ça reste des données structurées. Et dans ce cas-là, les algos classiques de machine learning marchent très bien, hein. Tout à fait, ouais. Et ça va plus vite. Mais si par contre c'est des photos de soudure, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pas avec un algo classique que vous allez pouvoir l'analyser, ça va vraiment être avec une IA de computer vision pour pouvoir détecter que, comme le radiologue voit le cancer, là on verra que la soudure, il y a une micro-fissure, elle a plus de chances de péter, quoi. Votre application sur c'est profitable? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, alors le réseau, alors comme je vous ai dit, hein, le gros réseau, il appartient, il a été mis en open source, donc mais quand même la propriété reste à IBM ou à Google ou à Amazon. Vous avez le droit de l'utiliser. La dérivation que vous en faites, vu que c'est une licence MIT, vous appartient, mais je ne pense pas que vous arriviez jusqu'au brevet avec ça, parce que l'architecture de départ a été faite par des labos type des cadors de chez DeepMind, ou c'est ceux qui vous font parler les machines comme ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse breveter. Par contre, le modèle tel que vous l'avez fine-tuné pour générer ces questions, c'est un modèle qui m'est propre, parce que je l'entraînais avec mes données, mais je peux l'utiliser, je peux le garder secret, je n'ai pas à le publier. De là, le breveter, je pense pas. Non, le code n'est pas open source. Non. Si on veut voir les applications qui existent, éventuellement, quelqu'un qui se renseigne, il espère contribuer sur votre projet. Nous, en tant que particulier, comment on peut. Est-ce qu'il y a une plateforme qui existe avec des projets dans ce genre? Oui. Alors, si vous voulez vous approfondir en intelligence artificielle dans le traitement du langage naturel, NLP, le site qui regroupe à peu près tout, c'est huggingface.com ou .co, je ne sais plus. Huggingface, donc c'est quelqu'un qui fait un gros câlin, leur mascotte, Huggingface. Et en fait, c'est eux qui ont démocratiser, on va dire, le NLP, parce qu'ils sont servis de hub où tout le monde peut publier ses modèles, ses datasets, et ils ont fait une librairie qui permet d'encapsuler ces modèles très facilement. Donc en gros, c'est vraiment de plus en plus simple à utiliser ces briques techniques, quoi. Et donc il y a des modèles qui sont mis à disposition qui marchent très bien sans avoir à les réentraîner. Et dans 3/4, enfin plus 90% du cas, c'est de la licence MIT, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc ouais, non, c'est de plus en plus facile à faire de l'IA. Moi, j'ai commencé ma boîte en 2018, mon projet en 2019, et en 2022, ça n'a rien à voir par rapport au paysage qu'il y avait en 2018. Sans parler des services cloud qui sont de plus en plus puissants, sur lesquels il faut juste aller payer chez Amazon, Google. Même en pur développeur, pour récupérer des briques très puissantes en quelques lignes de code de Python.
le développement d'un modèle, par exemple sur votre demande de détection d'un problème de soudure, combien de temps s'écoulerait entre l'expression du besoin par l'entreprise et l'utilisation en production? Alors, généralement, la phase qui est assez longue, on l'a constaté avec Pierre sur un client, mais c'était pas sur de la soudure, mais c'est la collecte des données. Donc, si vous vous rappelez mon plan, trouver les bonnes données. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données de photos bonnes et de photos ratées, enfin de photos de soudure problématiques. Et il faut avoir un certain nombre parce que ça ne converge pas avec 5 exemplaires, ça converge plutôt avec des milliers d'exemplaires. Donc si les photos de soudure bonnes et soudure bonne, ça peut peut-être être facile à faire, mais les soudures moins bonnes, c'est toujours plus délicat. Et si vous n'avez pas une bonne répartition dans le dataset, le réseau ne va pas apprendre correctement, va être biaisé, va prédire plus du bon que du mauvais si vous lui mettez plus du bon que du mauvais. Donc c'est plus cette phase-là, parce qu'après, le fait de faire cette analyse d'image, c'est un peu comme le traitement du langage naturel, il y a des librairies qui sont déjà plus ou moins en place, donc c'est pas le développement du code qui va être le plus compliqué, mais ça va être cette constitution de jeux de données. Et après, c'est les itérations pour arriver, mais c'est dur à répondre, hein, parce que ça dépend du projet, mais ça peut être, si les données sont là, ça peut être assez rapide. Quand les données sont pas là, il faut les produire, ou faut les retrouver, on avait essayé de faire un projet avec Music Story, où en fait, Music Story, c'est une boîte à Lille qui fait des compléments de métadata de données musicales en mettant les données des artistes, les biographies, etc. Et ils doivent choisir des photos d'artistes. Et donc il y a des banques de données avec des photos d'artistes, hein, où vous payez la photo pour avoir le droit de l'utiliser, de la revendre. Et donc là, ils ont des humains. Quand on tape un artiste dans cette banque d'images, on retrouve l'artiste dans toutes les positions, presque, dans tous ses concerts, dans tout ça, mais il y a des photos qui sont plus pertinentes que d'autres. Et en fait, ils passaient un temps fou à essayer de trouver dans les 200 photos laquelle on pourrait vraiment investir pour la mettre à disposition des autres plateformes de musique. Et donc on avait essayé de faire un algorithme où, en regardant les photos, on pouvait déjà réduire à disant, regarde ces trois-là, à mon avis, moi j'aurais choisi celle-là. Mais on n'a pas pu aller assez jusqu'au bout du projet parce qu'ils n'avaient pas assez de photos bonnes, pas bonnes. En fait. Ils avaient gardé que les bonnes, parce qu'ils les avaient achetées, et ils n'étaient pas capables de me dire, celle-là je la prends pas parce que c'est ça, celle-là je la prends pas. Ils auraient pu, mais ils n'ont pas investi le temps qu'il fallait pour avoir ce jeu de données qui permet d'avoir bonne, pas bonne, pour avoir un algo de classification. Quand on rentre une photo, elle dit c'est bon, ou hop, elle dit c'est pas bon, comme le texte analysis que je vous ai montré tout à l'heure. Parce qu'ils les auraient simplifié la vie, c'est-à-dire que de 200 photos, ils peuvent ramener ça à 5 photos à regarder, et ça se tient sur une page. Donc avec 200 photos, ça fait du clic, hein, pour y aller. Ça me fait penser quand même que, finalement, il y a beaucoup de projets en intelligence artificielle qui restent quand même à l'état de plan. Ouais. Parce que justement, la phase de cadrage où la donnée n'a pas été, ça n'a pas été suffisamment, étudié pour voir si on pouvait lever des choses ou pas. On part tout en époque et voilà, on connaît tous les ingénieurs. Au final, un projet sympa à tester, c'est parti. Et donc ça c'est le premier frein, je pense. Le deuxième frein, c'est quand c'est ce que vous disiez, c'est sur la phase de déploiement. Ouais. Où là, c'est les coûts qui peuvent être engendrés pour déployer sur le vrai système, qui sont carrément sous-évalués, même pas du tout, qui n'avaient pas du tout été estimés. Et d'un coup, le truc, ça coûte cher quand même. Parce que ça a besoin de puissance de calcul. Ouais. Suivant la complexité de l'algo, oui, parfois ça ne peut plus tourner sur un Mac, et donc il faut payer un serveur à carte graphique chez Amazon 24 heures sur 24. Si vous avez du trafic, il en faut 5 ou 6 en parallèle. Donc la facture mensuelle monte. On va avoir un autre idée dans son exemple que vous citez sur les figures. Imaginons que je dispose de 10 000 photos. C'est même pas beaucoup, je pense, pour le... Ouais, ça commence du fait, c'est toujours pareil, comme on peut prendre, ça s'appelle le transfer learning, on peut prendre un modèle qui a été entraîné sur la reconnaissance d'images au sens générique, et vous avez, en fait, la phase qu'on va faire, ça va être du fine tuning, c'est-à-dire qu'on va
reprendre ce modèle qui est entraîné pour réadapter à une tâche particulière. Parce qu'en fait, si on devait partir de zéro, une matrice initialisée avec tous les coefficients à zéro, là, par contre, on mettrait des semaines et des semaines à converger vers un algo. Dans les découvertes, je ne sais pas si c'est par hasard comme les bêtises de Cambrai, mais le transfer learning, les gens qui ont expérimenté ça, je pense qu'ils ont... Au départ, les gens partaient vraiment de zéro, quoi, avec une matrice. Alors, ils ne mettaient pas tous les paramètres à zéro, ils étaient un peu plus malins, ils mettaient tous en random. Tous les paramètres avaient des valeurs aléatoires. Au moins, ce n'était pas zéro. Mais ça mettait un temps fou à entraîner. Mais il y a eu les premiers gens, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée, je ne sais pas qui l'a eu d'ailleurs, de dire bah, je vais prendre ce réseau et je vais le réentraîner avec. Mais je ne pars pas de zéro, quoi. Je sais qu'il fait bien l'image, mais moi je veux détecter que les races de chiens. Je m'en fous des tables et des chaises. Et vous repartez du réseau qui est capable de détecter 1000 objets différents, dont les chiens. Mais vous, par contre, vous le nourrissez de 10 000 photos de chiens avec toutes les races et il va vous redonner la classification. Ça, c'est des petits exercices de plateforme de cours de e-learning de Udacity, sur le module Udacity qui est une plateforme en ligne pour apprendre. Ils ont un exercice comme ça de deep learning pour faire les races de chiens. Mais par contre, vous partez bien d'un réseau qui reconnaît les tables, les chaises et tout, quoi. Donc, hein? On a chez les 4, ça. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Et pour revenir à l'entraînement, c'est aussi, il faut quand même, on peut développer à moindre coût. Parce qu'en fait, il y a des plateformes chez Amazon maintenant et chez Google depuis un certain temps qui s'appellent Google Colab. Et en fait, c'est Google qui met à disposition un environnement où vous écrivez votre code Python. Toute l'intelligence artificielle est principalement écrite en Python. Et avec des notebooks, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais bon, c'est une façon. Et ça tourne en fait dans le cloud, et ils ont mis un GPU à disposition. Alors, quand vous êtes en mode gratuit, je crois que vous l'avez quelques heures gratuit, et puis si ça dure plus longtemps, ça va s'arrêter. Donc là, ils vous disent qu'il faut payer 9 € par mois, et on va vous le garantir un peu plus longtemps. Et vous en aurez un peu plus puissant. Mais vous pouvez accéder à faire des choses puissantes en intelligence artificielle juste pour 9 € par mois. Une question. Une question, ça rebondit un peu avec l'histoire du code, l'histoire du foot. J'ai commencé à arrêter l'intelligence artificielle il y a 30 ans essentiellement parce que ça a eu des décors. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a moyen de faire un business autour de l'intelligence artificielle en dehors des GAFAM? Est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Moi j'espère. Après, on n'a pas eu un objectif après 7 ans d'expérience, on démarre une carrière, plus pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui ça a un marché qui peut rapporter de l'argent, ou est-ce que c'est pas ça qui est passé? Alors, bon, les GAFAM sont les plus visibles, on va dire la partie visible de l'iceberg, mais il y a plein de boîtes qui quand même émergent dans des technos bien verticales, bien niches. Par exemple, sur Prandipel, c'est des Allemands, ils sont partis alors qu'ils auraient pu être bouffés par Google, qui faisait aussi de la traduction, mais ils ont pris de l'avance, et maintenant ils vont peut-être se faire racheter par Google un jour, hein, mais ils ont pris une avance, donc il y a toujours possibilité pour des startups d'émerger. La boîte belge sur laquelle je travaille sur la musique a aussi été rachetée pour une vingtaine de millions d'euros par une boîte plus grosse, quoi. Donc il y a toujours des opportunités. Hein. Tant de devenir une autre GAFA depuis Lille ou depuis Roubaix. Ah, ils réussissent pas mal, les gens de Roubaix, mais... Tu vois, moi j'ai fait beaucoup de startups pour mes clients. Ils arrivent tous avec le besoin de faire une app, avec un client. Et la première question que je vais poser, c'est aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'as pas de données, tu n'as pas de personnes. Donc ça ne sert à rien en fait de faire 1 milliard d'argent. Ton but, c'est de faire une bonne application qui va attirer les documents, sur lesquels tu vas collecter de la donnée, pour pouvoir ensuite, si ça marche bien, entraîner ton IA et puis arriver à partir.
Ça reste un outil, en fait. La question portait vraiment sur la partie IA, pas sur la partie utilisation nouvelle. Je disais surtout. Et une autre question qui n'a rien à voir, c'est quoi la motivation de l'application pour garder les meilleurs profs qui sont cours aujourd'hui, modéliser leurs cours? Non, c'est la construction de cours en ligne est quelque chose de laborieux. Ça prend du temps. Pour les enseignants. Justement, donc c'est un outil à disposition des enseignants pour leur faciliter la création de cours. Le Covid a poussé tout le monde en ligne, on sait pourquoi, mais au niveau je suppose que des étudiants HEI vont pouvoir le confirmer, mais dans 95% d'écoles, la mise en ligne, c'était je vous ai mis le PDF et la vidéo sur le serveur. Donc ça, c'est pas un cours en ligne, c'est juste un Dropbox intelligent au sein de l'école. Ça ne crée pas une activité pédagogique avec des interactions qui fait que vous allez être plus attentif, que vous allez plus avoir une rétention plus importante de l'information, donc aux finalités d'apprendre mieux. Ça, c'est notre objectif avec notre produit. Donc c'est à la fois que ça simplifie le boulot pour les profs, parce qu'ils peuvent juste prendre un document et ils ont une activité pédagogique à mettre. Donc au lieu de mettre la vidéo YouTube, je vous ai mis la vidéo sur le cerveau, je vous ai mis la vidéo sur le cerveau, mais vous verrez, il y a des fiches de révision, il y a un glossaire, etc. Donc c'est ça la valeur ajoutée qu'apporte ma brique IA en plus, enfin tout le packaging qui est autour, mais par rapport à... Voilà. Maintenant, on espère que ça va décoller, hein, mais on a des premiers clients intéressants, donc ça va. Merci. Bah de rien. On va s'arrêter là, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes déjà qui se sont déconnectées. Nous, on a Ça va, Alice? Très bien. Alors tu reviens quand signer ton Bah, juillet? je reviens en juillet normalement. Donc après, faut voir. Faut voir, tout se négocie. C'est ça. Mais j'étais contente de voir la présentation avec des choses que je savais déjà justement, mais revoir le petit brain, ça fait du bien. Okay. Super. Bon, bah, profite de ta journée. Au revoir tout le monde alors. Ouais, bah, Il en reste